Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Déontologisme et réontologisme. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes, enchaînés comme des animaux, furent obligés de traverser l'océan Atlantique pour perdre sous les ciels des Amériques tous les prestiges humains de leur identité. Retrouver celle-ci à travers la lutte révolutionnaire n'est pas réductible à une simple libération économique et politique. Il s'agit d'une opération d'ordre ontologique qui comporte la revalorisation omnilatérale de l'homme noir. Revalorisation de sa couleur, revalorisation de ses composantes culturelles, revalorisation de son être. Chapitre 1. Le bateau négrier. Dans son film Passage du Milieu, 1999, qui retrace la traversée de l'Atlantique, de Gorée à la Caraïbe, d'un bateau négrier, Guy Deslauriers suit la dégradation physique et psychologique des captifs. Refusant de les présenter aux spectateurs comme un troupeau compact, Deslauriers isole les bustes, les visages, les mains, les épaules pour approcher poétiquement les corps de ces captifs dont on n'entend ni les râles ni les cris. Ainsi, les corps enchaînés, fouettés et jetés à la mer, sont présentés au sein d'une chorégraphie où alternent des mouvements ralentis, saccadés, rapides. Il est à noter que le narrateur captif se suicide à la fin du film, en se jetant à la mer lorsque le bateau approche des côtes caribéennes. C'est donc à un archiviste zombifié que Deslauriers et les scénaristes Patrick Chamoiseau et Claude Chonville confient la mission de narrer la tragédie de la traite qu'il se remémore du fond de l'océan et de faire de cet océan un lieu de mémoire. En se plaçant à la lisière des espaces de la vie et de la mort, du collectif et de l'individuel, ce proto-marron subvertit les lois du silence et parle pour témoigner d'une histoire collective qui est aussi la sienne. En brouillant dans ce documentaire fiction les catégories de l'espace, le fond de l'océan, la cale du bateau, du temps, celui qui précède la capture en Afrique, celui de la traversée, de la mort et de la pseudo-résurrection du narrateur, et du corps, à la fois mort et vivant, Deslauriers invite le spectateur à irriguer les blancs de sa mémoire de la traite négrière empêchée et manipulée, pour devenir à son tour narrateur de cette tragédie mais aussi d'une Afrique symbolique. Dans une étude portant sur les religions caribéennes dont la spécificité est de recomposer les traditions religieuses africaines en y greffant les racines adventives qui ont poussé aux Amériques, il importe d'observer à partir de quelle ontologie africaine, qui dans son essence même est, selon John Mbiti, une ontologie religieuse, African Religion and Philosophy 15, les proto-rastas ou les proto-manbos, prêtresses vaudou, vont construire un nouveau texte religieux. Ce texte se dessinera comme une dialectique entre la perte, la quête et la recomposition de la souche effilochée dans la mémoire et plus précisément une réinvention de la notion même de souche. Dès leur arrivée sur la nouvelle terre de la Caraïbe, les captifs baptisés ou bossals vont être muselés d'emblée et mis à l'écart dans un sous-groupe puisque leur langue, leur religion, leur conception du monde reléguée à un stade de primitivisme vont défier tous les critères de civilisation occidentale. À cet effet, il n'est pas vain de remarquer que le mot espagnol bossal, qui signifie muselière ou licol, est à l'origine du terme bossal, utilisé pour désigner les esclaves qui ne sont pas baptisés et qui n'ont pas encore été moulus par le système esclavagiste. Puisque le procès qu'on lui fait est sans appel, le corps de l'esclave devient en quelque sorte celui du bétail mené par un licol, celui dont on dit que la langue est semblable à celle de ceux qui portent une muselière. Quant à l'espace géographique dont il est originaire, il est en dehors du temps occidental de la raison et des lumières. De surcroît, une fois qu'il est baptisé, l'esclave ne perd pas totalement sa condition de bossal, c'est-à-dire selon le sens premier du mot, celle d'esclave docile, muet et d'animal non civilisé. Pour ne plus répondre à la double identité de bossal et de baptisé qui leur a été imposée, le nouveau texte religieux que doivent composer les proto-rastas par exemple, s'articule aux confins de plusieurs dialectiques entre temps, corps et espace. Il s'agit de celle qui prévaut dans l'espace souche, l'Afrique, celle qui se poursuit au cours de la transplantation dans un lieu symbolique et chaotique, le bateau négrier, autour duquel gravite tout l'univers marin, qui est à la fois espace de survie et de mort. Enfin, l'autre dialectique déterminante se déroule dans la plantation qui est non seulement destination finale de l'esclave et espace totalitaire, mais aussi foyer d'émergence du nouveau texte religieux.
Afin d'observer dans quelle dynamique peut s'inscrire le nouveau corps esclave à la fois muselé et baptisé qui doit renégocier son rapport face à toutes ces dialectiques, il convient d'examiner certains aspects de l'ontologie religieuse africaine qui, soumise à la mémoire, est peu ou prou préservée, négociée, réinventée. L'Afrique, espace ontologique. Considérons les rites d'initiation. Pour ce faire, il importe de partir du principe de communauté qui soumet chaque étape de la vie dans les sociétés traditionnelles africaines, aux exigences d'un ordre collectif et qui de ce fait régule les rapports entre individus et communautés dans le contexte de l'initiation. In traditional life, the individual does not and cannot exist alone except corporately. He owes his existence to other people, including those of past generations and his contemporary. He is simply part of the whole. The community must therefore make, create or produce the individual, for the individual depends on the corporate group. Whatever happens to the individual happens to the whole group, and whatever happens to the group happens to the individual. The individual can only say, I am because we are, and since we are therefore I am. This is a cardinal point in the understanding of the African view of man. African Religion and Philosophy 106. De ces réflexions de MBT, il ressort que dans un contexte traditionnel, l'individualité est prise en charge par la collectivité qui demeure une instance absolue au sein de laquelle s'accomplit un certain négativisme de l'individualité, ou encore un gonflement de l'individualité revêtue d'une forte composante sociétale. Dans le cas des rites d'initiation et des rituels thérapeutiques, la douleur n'est pas vécue en tant qu'expérience individuelle. Elle est plutôt résémantisée pour être vécue comme acte collectif au sein duquel, en ce qui concerne la maladie, la réalité sociologique du malade importe puisque les causes et le traitement de la maladie font l'objet par la collectivité d'une mise en discours du mystique qui entretient cette réalité sociologique. Ainsi, les maladies, les souffrances, ont toute une explication sociale et religieuse qui requiert une approche, un traitement religieux. On comprendra cette dimension religieuse par l'interprétation non plus physique et privative du mal, mais par sa mise en relation avec une altérité qui peut être soit les manifestations d'un ancêtre, soit les actions surnaturelles d'un sorcier. L'importance de la communauté est à souligner, puisque la guérison fera l'objet de rituels lors de cérémonies. Dans le cas du rite d'initiation, lorsque la douleur de l'initié est aussi vécue par les autres membres de la communauté, elle devient cet élément central et nécessaire à la réussite des 3 étapes fondamentales de l'initiation. La mise à mort de l'initié, c'est-à-dire l'abandon de la vie antérieure, la vie avec les esprits, puis la renaissance, la réinsertion au sein de la collectivité d'un être métamorphosé, à qui on a même parfois attribué un nouveau nom. Chez les Pangwe d'Afrique centrale par exemple, Servier rapporte que les corps des jeunes en phase d'initiation sont livrés à des fourmis et ce, afin de mourir dans leur chair. Ils doivent ensuite franchir, en l'enjambant d'une certaine façon, une tombe dans laquelle a été couchée une statue d'argile représentant un ancêtre mythique. Selon Servier, le passage dans la tombe signifie que les jeunes descendent du mort allongé dans la tombe, qu'ils ont franchi le stade de la mort et renaissent de la putréfaction, l'homme et l'invisible, 101. Si Bruno Bettelheim remet en question la portée éducative des rites en stipulant que ce sont plutôt les besoins affectifs profonds des initiateurs et des initiés, et non le désir d'enseigner et d'apprendre, qui trouve une satisfaction dans les rites d'initiation, ce n'est nullement le cas pour Jomo Kenyatta qui souligne qu'un certain nombre de rites africains pris dans leur catégorie propre et dans leur contexte religieux, sont dépositaires d'une idée, celle de la transformation d'un individu lors de son passage des apostrophes. Un moment de la vie à un autre, Facing Mount Kenya 133. À cet égard, tout comme Kenyatta, Mbiti déclare: Initiation rite have a great educational purpose. The occasion often marks the beginning of acquiring knowledge, which is otherwise not accessible to those who have not been initiated. It is a period of awakening to many things, a period of dawn for the young. They learn to endure hardship, they learn to live with one another, they learn to obey, they learn the secret mysteries of the man-woman relationship, and in some areas, especially in West Africa, they join secret societies each of which has its own secret, activities and language. African Religion and Philosophy 119.
Le pouvoir de la collectivité au cours de ces rites se lie dans le fait qu'elle a préséance sur un corps biologique, qui une fois remodelé selon des pratiques prédéterminées par cette même collectivité, erre dans des espaces déconstruits et définis par la collectivité, entre les stades d'un corps mémorial, le corps du pré-initié et celui d'un corps à venir avant de devenir corps présent, corps nouveau, corps en tant que support d'une relation entre individualité et collectivité. L'individu nouveau n'existe alors que parce qu'il a accompli à travers la douleur un projet sociétal dont la finalité a une dimension rédemptrice. La douleur, dont la structure physio-biologique est subvertie, devient indubitablement support d'un acte social, résultante d'une blessure symbolique nécessaire à un corps fragmenté, polyvalent, recomposé par et pour la communauté. Du point de vue de l'initié, dans son acceptation de la douleur comme nécessité éducative, la subversion du caractère physio-biologique de la douleur donne lieu à une reconsidération de la douleur non plus dans les sphères du physiologique mais plutôt dans celles du psychologique. Autrement dit, l'initié est en mesure de donner une autre signification à la douleur, en construisant au niveau de son conscient une sphère dans laquelle les blessures symboliques, qui sont infligées au corps durant le processus initiatique, sont remodelées pour ne plus être vécues comme blessures de la chair, douleur dans le corps. Il se produit alors une évacuation du physiologique au profit d'une interprétation, qui à mon sens relève du spirituel. Dans le contexte des rites d'initiation, la douleur serait alors ce langage dont l'initié fait usage afin d'entrer en communication avec lui-même pour repenser son appartenance au sein de son ordre ontologique propre. Du point de vue de la communauté, elle pourrait être aussi ce langage commun que parlent la collectivité et l'initié, et par le biais duquel des rapports se forgent entre eux. Ainsi, par la douleur en tant que langage, le rite de passage, véritable école de morale sociale, pour reprendre une terminologie propre à David Le Breton, Anthropologie de la douleur, 210, enseigne aux initiés les principes du nouvel ordre dans lequel ils sont inclus. Le moment de l'initiation vient donc réorganiser la vie humaine autour de deux pôles, à savoir la naissance et la mort, par une structuration du temps et de l'espace, comme je le précisais plus haut, et au cours de laquelle ces catégories entrent dans une logique de complémentarité. L'espace est alors pensé symboliquement par la collectivité, qui peut s'emparer du temps. Il n'y a donc pas suppression du temps, mais on assiste plutôt à une récréation d'un temps que l'on pourrait définir comme temps social. Ce processus de fusionnement du temps et de l'espace vient s'inscrire dans la logique de ce que démontre Mbiti, à savoir que le temps et l'espace en Afrique sont étroitement liés et que souvent le même mot est utilisé pour désigner les deux catégories. African Religion and Philosophy 26. Dans le cas de rites d'initiation ou de rituels thérapeutiques pour la guérison de maladies, le découpage de l'espace et du temps s'effectue selon des bases communes et obéit à des règles similaires. Aussi, comme le souligne José Gilles, 3 espaces et moments sont à considérer. Il existe d'abord l'espace familial du malade ou de l'initié, qui apparaît comme lieu profane où naît la maladie. Il est aussi ce lieu qui vient entraver, pour le pré-initié, la poursuite de sa vie adulte au sein de la collectivité. Dans ce contexte, la portée conceptuelle de l'espace temporel ne présente aucune spécificité sinon que ce dernier se loge dans un quotidien en phase terminale, qui oscillerait entre les frontières du passé et du présent. L'abandon de ce lieu s'avère nécessaire et il s'ensuit, dans un deuxième espace qui se veut être celui du sacré, d'un processus de purification, de guérison pour le malade, une mise à mort, une renaissance pour l'initié, dont les conséquences sont dans les deux cas une métamorphose du corps. Le tout opère dans un temps que José Gilles, à partir du cas de la guérison d'une malade chez les Ndembu, définit, conclusion d'ailleurs tout à fait valable pour les rites d'initiation comme suit. Le temps des vivants y coïncide avec celui des morts. C'est donc dans un temps qui prépare la malade à cet événement que se déploie le rituel. Dans un temps symbolique tourné vers le temps mythique, temps symbolique humain où les gestes, les comportements, les attitudes sont différents de ceux du temps quotidien. Ce moment est lui aussi un temps de transformation. Le temps troublé du premier moment se mue progressivement en un temps mythique, jusqu'à ce que, ayant achevé le traitement, la patiente émerge de cette temporalité en suspens. Métamorphose du corps 65. Il y a donc ici gestion, production d'autant de temps qu'il est nécessaire à la réalisation d'événements quels qu'ils soient, et dont la finalité est entre autres la réinsertion d'individus au sein de leur communauté.
Une telle prise en charge vient souligner l'importance de l'événement dans la conception du temps, au sein d'une ontologie africaine. À cet égard, MBT précise: The question of time is of little or no academic concern to African people in their traditional life. For them, time is simple a composition of events which have occurred, those which are taking place now or those which are inevitably or immediately to occur. What has not taken place or what has no likelihood of an immediate occurrence falls in the category of no time. What is certain to occur, or what falls within the rhythm of natural phenomena, is in the category of potential time. African Religion and Philosophy says. Le troisième espace de l'initiation n'est autre que le premier métamorphosé, prêt à accueillir puis à guider l'initié ou le malade dans sa nouvelle vie et selon une perspective temporelle qui n'est pas linéaire mais cyclique. La catégorisation spatio-temporelle tripartite qu'effectue Gilles s'inscrit, dans le cas des rites d'initiation, dans le cadre d'une notion plus large, celle des rites de passage, examinée par Arnold van Gennep au début du XXe siècle, les rites de passage 13 à 14. Selon ce dernier, les rites de passage sont des régulateurs de la périodicité naturelle de la vie. Ils viennent marquer ainsi différentes étapes, différents moments, différents passages d'un état à un autre, d'un stade de la vie à un autre, d'un monde cosmique ou social à un autre. Ces rites se décomposent en 3 types, à savoir ceux de la séparation d'un monde antérieur, aussi appelés préliminaires, puis les rites liminaires exécutés durant l'intervalle qui mène à la métamorphose, enfin les rites post-liminaires ou d'agrégation à un monde nouveau. Chacune de ces phases évoque précisément dans le cas du processus organisationnel de ces rites, un passage physique, celui du village, donc du cadre familial du pré-initié vers l'espace où aura lieu la transformation de ce dernier. Van Gennep a le mérite de poser les bases de cette conceptualisation des rites de passage, mais pour ma part, les réflexions qu'effectue Victor Turner quelques décennies après Van Gennep à propos de la notion de liminarité liminale, période de l'entre-deux pour le pré-initié, importe davantage dans le cadre de ma problématique. En effet, c'est au sein de cette étape dans les rites d'initiation que les notions de temporalité, de corps et d'espace prennent une signification toute particulière. Pour Turner, dans de tels rites, on est en présence d'un moment dans le temps et hors du temps, où les espaces réels transformés en espaces religieux par les initiateurs insèrent le corps dans une pseudo-dynamique puisqu'il occupe une double fonction. En effet, il agit en tant que charnière entre 3 espaces et 3 temporalités, mais il est en même temps ce corps affectivisé, tributaire d'une restructuration spatio-temporelle, le phénomène rituel. Structure et contre-structure 97. Selon Victor Turner, la période de liminarité évoque la vie en marge et peut être assimilée à la mort, car puisque le novice se retrouve dans un espace entraille, ne possède pas de statut et se comporte de façon passive et humble, il lui faut obéir aveuglément aux initiateurs afin d'être refaçonné et doté de pouvoirs supplémentaires qui le rendent capable de faire face à une nouvelle vie, le phénomène rituel. Structure et contre-structure 96. À cette idée de mort que l'on retrouve chez Turner, mais que d'autres ont aussi développée, Servier, Gilles, Mbiti, Kenyatta pour ne citer que cela, j'aimerais ajouter que cette phase dans les rites d'initiation constitue tout de même une phase vivante au cours de laquelle les marques physiques mais surtout psychologiques de l'initié prennent une importance particulière et s'inscrivent dans un corps qui devient dépositaire de la symbolique du rituel. Même si cette assimilation à la mort est évidente par le fait que tout le processus rituel symbolise bien l'abandon d'une vie ancienne pour en adopter une nouvelle, le corps chancelant, en marge, devient aussi corps où opère une fixation. Ce corps peut s'appeler corps mémoire 4 car il porte les traces vivantes et indélébiles d'une initiation, d'une tradition, du rapport d'appartenance à une collectivité, de l'agrégation à une vie nouvelle, à un statut nouveau. L'esclave et le bateau négrier. Nombreuses sont les analyses sur la traite des Africains et leur mise en esclavage dans les Amériques, qui font grand cas de la perte de leur héritage culturel. Pour ma part, je me pencherai sur un fait fondamental que j'appelle le déontologisme de l'individu africain. Par déontologisme, comme je l'ai dit précédemment, il faut comprendre la chosification extrême de l'esclave. Opérant dès la cale du négrier et se poursuivant sur la plantation, le déontologisme est un processus de destruction des paramètres socio-culturels des esclaves, de déstructuration de leur personnalité.
Dans mon article « Déontologisme et réontologisme des esclaves et des marrons », avance qu'une fois qu'on a ôté à l'esclave toute individualité, qu'on l'a réduit à l'état de bien dont on dispose au même titre qu'un meuble. La réduction à l'état de meuble est certes une référence à l'article 44 du Code noir. Il doit renaître à une nouvelle ontologie imposée par l'ordre esclavagiste et colonial. Reconsidérant ici la thèse élaborée dans cet article, je stipule qu'en raison de l'importance de la réification de l'esclave, en raison de la dimension significative que prend l'association non-être-esclave, l'idée d'une nouvelle ontologie ne peut être pertinente. Ôter à l'esclave ses repères culturels, sa langue, le baptiser, ce n'est pas le faire naître à une nouvelle ontologie. Puisque désontologiser l'esclave, c'est effacer son être là, son Dasein, sa nouvelle condition et réalité d'esclave n'est nullement une nouvelle ontologie mais plutôt un vide. Le désontologisme ne s'arrête que lorsqu'il y a réontologisme, c'est-à-dire régénération et projection dans l'avenir d'un être. C'est par le réontologisme que les esclaves déstabilisent l'ordre esclavagiste et civilisateur, recomposent les traces africaines et donnent substance aux nouvelles racines qui ont poussé dans la Caraïbe. Tout au long de cette période de désontologisme, l'esclave doit à la fois douloureusement vivre une perte et refaçonner son existence, en fonction de cette nouvelle réalité qui lui est imposée et dont les soubassements sont ceux qui régissent la nécessité de l'esclavage. Cette nouvelle réalité répond en premier lieu à un besoin qui se veut être d'une part le développement d'une économie impérialiste, dont les principes sont l'accumulation excessive de profits par le biais de l'exploitation servile d'une force humaine, et d'autre part la constitution de grandes missions civilisatrices et expansionnistes. Dans un deuxième temps, on mentionnera le lourd appareil répressif qui donne pleine légitimité à cette nouvelle réalité. Il est construit sur des bases juridiques, comme le Code noir 6 et des pratiques de contrôle, les brutalités sur le bateau négrier et dans les plantations. Enfin, dans un troisième temps, il importe de considérer la thèse moraliste sur laquelle les esclavagistes se sont appuyés pour légitimer leurs pratiques, thèse dont le développement sera du ressort de l'Église. En effet, le père Labat révèle que le roi Louis XIII consentit à l'introduction d'esclaves dans les îles après qu'on lui eut démontré que c'était un moyen d'inspirer à ces derniers le culte du seul vrai Dieu, de les sauver de l'idolâtrie et de leur faire épouser jusqu'à leur mort la religion chrétienne. Ainsi comme l'exigeait le Code noir, la vie des esclaves devait être marquée par la pratique d'une série de cultes chrétiens, le baptême, le mariage, et une vie conjugale et familiale dans le respect de la morale chrétienne. L'individu africain dans sa condition d'esclave se voit donc inclus dans un monde qui ne lui offre plus les repères nécessaires pour alimenter cette dialectique spatio-temporelle, cette fusion de l'individualité et de la collectivité qui permet de vivre selon un contexte africain. En outre, on ne peut omettre l'importance de la religion pour l'individu africain qui, avant sa captivité, voit toute son existence codifiée et modelée selon un système religieux qui répond à une logique et à des principes fort différents du christianisme. Le déontologisme se réalise dans l'espace du bateau négrier et de la plantation, sur le corps de l'esclave réifié et devenu propriété d'un maître et dans le temps de l'esclavage. L'essentiel de ce déontologisme opère donc niveau de l'inclusion de l'esclave au sein d'un autre système religieux. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer dans la citation de Mbiti qui suit, cette notion fondamentale de l'homogénéisation de la vie spirituelle et de la vie matérielle. Because traditional religion permit all the department of life, there is no formal distinction between the spiritual and the material areas of life. Wherever the African is, there is his religion. Traditional religion are not primarily for the individual, but for his community of which he is part. Chapters of African religion are written everywhere in the life of the community, and in traditional society there are no irreligious people. To be human is to belong to the whole community, and to do so involve participating in the beliefs, ceremony, rituals and festival of that community. A person cannot detach himself from the religion of his group, for to do so is to be severed from his roots, his foundation, his context of security, his kinship and the entire group of those who make him aware of his own existence. African Religion and Philosophy 2. Face à la dépossession décrite ici par Mbiti, l'esclave se voit obligé d'épouser une foi religieuse dont tous les principes ne lui sont pas enseignés,
On cache en effet l'essentiel de la doctrine chrétienne aux esclaves de peur que ces derniers ne l'utilisent pour se rebeller, et à partir de laquelle il ne peut reconstituer son ontologie africaine. Ce désontologisme contribue en grande partie à la déstructuration de la personnalité de l'esclave, et se réalise aux confins de trois tendances. Il s'agit d'une part de la perte de cette pleine appartenance à un système sociétal et religieux, qui régit toute la raison d'être au monde du pré-esclave. Par ailleurs, ce désontologisme prend forme par l'imposition du christianisme dont les principes ne favorisent aucunement le plein épanouissement spirituel de l'esclave. Enfin, la troisième caractéristique du désontologisme est l'expérience traumatique que vit l'esclave qui ne peut reconstituer son ordre ontologique et qui, pour survivre, doit accepter un système religieux aliénant. Il est tentant, à la lumière des analyses que j'ai effectuées précédemment, de considérer l'esclavage comme un rite de passage. Comment s'articulerait alors cette hypothèse ? Du point de vue de l'esclavagiste, l'espace préliminaire correspondrait à l'Afrique, associée au péché et d'où il faudrait arracher les esclaves dans le but de réaliser une mission salvatrice, celle de l'âme et du corps et d'exploiter servilement des humains comme force de travail. La phase liminaire se réaliserait dans le bateau négrier, qui deviendrait alors par analogie l'espace de l'initiation. La douleur, la peur, les sévices seraient nécessaires au bon déroulement de ce voyage initiatique qui se solderait par l'affranchissement de l'âme et du corps par le biais de l'administration du baptême. C'est au cours de la phase de l'agrégation, dans la plantation, que le captif perdrait son statut de marchandise pour se faire attribuer celui d'esclave. Du point de vue de l'esclave, la phase préliminaire se déroulerait également en Afrique et c'est le sentiment de la perte qui prédominerait, perte de la famille, d'un ordre ontologique, d'un système religieux. La phase liminaire qui opérerait dans le bateau négrier serait une phase au cours de laquelle le captif abandonnerait un connu pour vivre la déshumanisation, la maladie, la souffrance dans un espace qui n'augure que de l'inconnu le plus absolu. Quant à la troisième phase, elle n'est que la renaissance dans le monde cruel de la plantation. Mais à mon avis, on ne saurait développer l'hypothèse selon laquelle l'esclavage fonctionne comme rite de passage, car comme l'indique Andras Zempleni, l'initiation consiste à engendrer une identité sociale au moyen d'un rituel et à ériger ce rituel en fondement axiomatique de l'identité sociale qu'il produit. Or la finalité même de l'esclavage est de refuser précisément à l'esclave toute identité, toute humanité, et d'en faire la marchandise idéale qui fait prospérer un système économique. Le statut qui est conféré à l'esclave et les souffrances qu'il subit n'ont aucune finalité positive, et à cet effet, on ne pourrait même pas envisager l'existence d'une phase d'agrégation. Sous cet angle, la notion de l'inconnu demeure particulièrement significative pour le captif devenu esclave, puisque l'espace de servitude dans la Caraïbe ne correspond pas à l'Afrique et n'offre rien pour la reconstitution de l'ordre ontologique perdu. Il serait plus pertinent de se demander dans quelle mesure la valeur ontologique du rite d'initiation, détruite par l'ordre du nouveau monde de l'esclave, peut être déterminante dans le processus de création de pratiques et de mentalités religieuses créoles dans la Caraïbe. La douleur. Dans le cas précis de l'esclavage, la douleur n'est plus ce paradigme symbolique à travers lequel l'individu se réalise et participe à la vie religieuse et communautaire. La douleur initiatique efficace et bénéfique fait place à une douleur construite à des fins purement économiques et déshumanisantes. Elle n'est ni règle collective inscrite sur le corps de l'initié, ni témoignage du passage d'un univers social à un autre où l'ordre ontologique vient codifier l'existence de l'initié et reconstituer son rapport à la communauté. Dans le cas de l'esclavage, subir les métamorphoses du corps et les séquelles psychologiques et physiques des blessures ne relève plus du stoïcisme bénéfique. La traite des Africains, leur commercialisation puis leur mise en esclavage dans les Amériques sont instituées grâce à une construction calculée de la douleur et de la peur. Il se dessine tout un processus organisationnel autour de la traite et de l'esclavage, qu'on ne peut comparer à celui des cérémonies initiatiques en Afrique. Dans le contexte du processus organisationnel initiatique en Afrique, les initiateurs usent de la terreur dans leur manière d'arracher les novices à leur milieu familial pour les introduire au monde initiatique. Les déguisements qu'ils portent pour l'occasion afin de tester le courage de ces derniers, et de signifier ainsi que rien de bon n'arrive sans peine contribuent à créer la terreur.
Les esclavagistes, les chasseurs d'esclaves travaillant pour le compte des rois africains et les acheteurs européens qui sont engagés dans le commerce des esclaves, auraient fait usage des mêmes procédés utilisés lors des rites initiatiques pour laisser planer le doute de la capture à des fins initiatiques et ainsi diminuer la résistance. Prise alors dans le contexte de la traite transatlantique puis de l'esclavage, la douleur vient perdre sa portée éducative. La cicatrice infligée au corps de l'individu ne symbolise plus l'appartenance à une collectivité, mais devient une emprise à la fois sur le corps, sur la conscience et sur l'identité de l'esclave. L'annihilation de l'identité de l'esclave dans ce contexte est alors fondamentale. Du point de vue de l'esclavagiste, la douleur devient le paradigme par le biais duquel il est en mesure de construire sa propre sphère de pouvoir. C'est en faisant subir à l'esclave châtiment et supplice que l'esclavagiste le déshumanise, le dépouille de son identité et se construit simultanément sa propre identité, celle du tortionnaire. Celle-ci lui arroge alors le droit de disposer du corps d'une victime, pour se constituer en tant qu'autre instance de pouvoir légitimatrice d'un système esclavagiste. Il est à noter que le Code noir existe parallèlement comme instance juridique, légitimant l'esclavage et les souffrances infligées aux esclaves. C'est donc dans la destruction de la personnalité de la victime esclave, que sur le navire, le bourreau se conforte dans son statut de négrier, et que sur la plantation le maître consolide son pouvoir absolu. Comme le souligne Gaston Martin. Dans les entreponts à l'air raréfié, les captifs sont enferrés à longueur de nuit. Il leur est interdit d'y faire du bruit ou d'y chanter à peine de 6 coups d'étrivière, doublés en cas de récidive. Toute velléité d'indépendance, redoutée comme un prodrome de révolte, leur vaut des coups. La doctrine est que ces primitifs ne craignent que les châtiments corporels, et que tout relâchement de dureté, interprété comme une faiblesse, est lourd de péril pour le philosophe qui s'y laisse aller. Les révoltés saisis sont torturés à mort. Histoire de l'esclavage dans les colonies françaises, 72. Le maître quant à lui peut utiliser la douleur pour châtier, brimer mais aussi pour soumettre l'esclave à une autre identité, le faire renaître à une autre religion, à un nouveau statut, où il n'est rien d'autre que la chose d'un maître à qui il doit un respect absolu. Article 36. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, manioc ou autres légumes faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol par les juges, qui pourront s'y liécher les condamnés à être battus de verge par l'exécuteur de la haute justice, esperluette marquée d'une fleur de lys. Le Code noir 46. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule, esperluette, et s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et esperluette sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, esperluette la 3e fois, il sera puni de mort. Le Code noir 47. En contexte jamaïcain, Orlando Patterson écrit que les plantations jamaïcaines, fortement autonomes, étaient dirigées par les planteurs et que l'établissement de lois et autres actes concernant les esclaves étaient uniquement du ressort de ces derniers, ce qui laisse supposer l'extrême sévérité de ces lois. Jamaica is best seen more a collection of autonomous plantation, each a self-contained community with its internal mechanisms of power, than a total social system. It is perhaps for this reason that the slave laws of Jamaica were not only severe and ineffective, but incomplete and inadequately drawn up. The planter may have recognized the hypocrisy and waste of time entailed in the construction of a slave code. All that existed between 1655 and 1788 in Jamaica was a series of ad hoc laws, most of which were prompted by sheer necessity, and were largely confused, vague in part, even contradictory. A Sociology of Slavery 70 à 71. Ainsi, dans les 2 cas, le négrier et le maître exercent un contrôle absolu sur le corps en le marquant de cicatrices à vie, mais aussi sur toute l'existence des esclaves puisqu'ils peuvent se permettre de torturer ces derniers à mort, donc de les priver du droit même à la vie. Ce pouvoir absolu ne cesse en fait d'augmenter à mesure que les souffrances infligées aux esclaves deviennent plus avilissantes. Les citations qui précèdent rendent compte d'ailleurs de la grande variété des châtiments dont on fait usage. Michel Foucault souligne que le supplice est une pratique réglée, qui obéit à des procédures bien définies et dont les moments, la durée, les instruments utilisés,
la longueur des cordes, la pesanteur des poids, sont selon les différentes coutumes soigneusement codifiées, surveiller et punir 44. C'est à cet égard que l'on peut parler de construction méthodique et calculée de la douleur. La douleur n'est pas proportionnelle à la gravité de l'acte commis par l'esclave, mais plutôt exagérée, et à cet effet, il convient davantage de souligner que c'est l'acte de désobéissance et de rébellion contre un système qui est sanctionné et non la manière dont il se manifeste. Autrement dit, c'est la quête identitaire de l'esclave qui est bafouée. Cette douleur est aussi déterminée par le temps et dans l'espace. Dans le cas de l'esclave, le corps se voit meurtri par des punitions qui se font plus atroces dans un espace donné défini par le maître. À cet effet, la place publique est souvent retenue puisque l'on s'assure ainsi que le châtiment administré en public ne peut que servir de leçon aux récidivistes et aux fuyards potentiels. En outre, comme en témoignent les articles du Code noir cités, la gradation de la correction est tributaire du temps. Plus le temps de la fuite est long et plus les récidives sont fréquentes, plus la torture sera alors sévère. La marque de la fleur de lis, emblème de la royauté inscrite sur le corps de l'esclave, vient d'une part symboliser l'absence d'identité de l'esclave, son appartenance à une instance royale qui approuve les châtiments administrés. Elle signifie d'autre part qu'elle est la punition ultime pouvant être infligée par cette même instance supérieure. Cette blessure se veut aussi la dernière chance offerte à l'esclave de se racheter avant la condamnation à mort. Le corps est alors non plus un corps humain, mais un espace charnel privé de son humanité, de son identité et sur lequel peut déferler la douleur et être apposé le sceau de la loi esclavagiste. À cet égard, on pourrait certainement considérer aussi le système esclavagiste comme école d'application d'une morale esclavagiste, où il s'agira de déontologiser l'esclave. La capacité et la rapidité avec lesquelles l'esclave s'adapte à son aliénation et sa condition servile sont capitales. Les châtiments corporels sont alors de rigueur pour brimer les transgressions de l'ordre. La douleur vécue et acceptée par l'esclave peut être analysée du point de vue de ce que David Le Breton appelle le contre-monde que la victime se crée en se clivant de son corps et en enracinant sa conscience sur une image heureuse qui résiste aux effractions des bourreaux et qui la préserve de l'accablement. Anthropologie de la douleur 200. Cette notion du contre-monde peut être considérée sous deux angles. Tout d'abord dans le cas du captif dans le bateau négrier, puis dans celui de l'esclave sur la plantation. Dans ce dernier cas, il faut distinguer d'un côté le contre-monde construit et imposé par les missionnaires à l'esclave lors de l'enseignement de la morale religieuse, et de l'autre, celui de l'esclave, c'est-à-dire la mémoire de l'espace originel, l'Afrique. Le christianisme, dans sa redéfinition de la douleur, en fait une étape spirituelle indispensable à franchir afin d'obtenir la rédemption, de se racheter aux yeux de Dieu, de prouver sa foi et accéder à la vie éternelle. À cet égard on se référera aux béatitudes dans Matthieu 5, 1-12. Aussi la passion du Christ et sa mort sur la croix constituent une référence fondamentale pour les missionnaires, qui vont alors d'une part, recontextualiser les douleurs des esclaves dans le discours chrétien sur la douleur et d'autre part, le minimiser par rapport aux opprobres et souffrances qu'a subi le Christ. Je me propose de développer cette analyse dans la section que je consacre au baptême. Dans le bateau négrier et sur la plantation, il convient de se demander comment le captif, arraché à son espace d'origine où l'expérience de la douleur dans le contexte de l'initiation a une signification fort symbolique et spirituelle, peut concevoir la douleur vécue différemment dans un autre espace. Autrement dit, comment s'établit la relation du captif vis-à-vis de la douleur qui lui est infligée par un bourreau sur un bateau négrier? Parallèlement à ce contre-monde nécessaire à la survie des esclaves, il faut considérer cette notion du normal et de l'acceptation par l'esclave d'une situation a priori chaotique. En effet, elle peut paraître chaotique mais il faut se rappeler que toute une économie, une société, un discours chrétien, une idéologie et un système esclavagiste ont émergé de cette situation permanente de violence contre l'autre que les institutions ont rendue normale. Puisque l'asservissement des esclaves et les brutalités qu'on leur fait subir relèvent d'une logique sociale, l'ordre désordonné et chaotique apparaît en tant que norme et non pas en tant que déviation. Il y a donc création d'un monde au sein duquel opère une transformation de la conscience des esclaves, puisqu'ils doivent accepter comme normaux, comme nécessaires les châtiments qu'on leur inflige. La normalisation de la réalité survient lorsque l'esclave rompt le silence imposé et décide de défier l'ordre établi en marronnant.
L'esclave est donc confronté à deux mondes. Son contre-monde qu'il prend en charge et par lequel il survit, et celui que construisent les missionnaires à partir du discours chrétien de la souffrance comme nécessité. La traversée. Avant que les voyages entre les côtes africaines et les Amériques n'aient comme finalité la traite commerciale officialisée des Africains, les traversées de l'Atlantique relevaient du nomadisme, de la rencontre avec un autre. Si dans le cas des Européens, ces aventures se révèlent profitables, ce n'est pas le cas pour les esclaves. En effet, dans le premier cas, la traversée a une finalité qui est celle de la récompense. Que ce soit aux Amériques ou en Afrique, les tout premiers colons européens tirent profit de leur rencontre avec l'autre Amérindien et l'autre Africain en accumulant des richesses par le biais de l'asservissement de ces peuples. Par ailleurs, cette finalité économique que comporte la traversée symbolise dans une certaine mesure l'inconnu de l'espace géographique à découvrir. Autrement dit, si géographiquement les Amériques ou l'Afrique demeurent un inconnu absolu pour les colons, l'intentionnalité économique et procapitaliste qui tient lieu aussi de quête et qui est associée à ces espaces géographiques permet aux colons de transposer l'inconnu en connu. Parallèlement à cette quête du profit qui légitime l'aventure outre-mer des colons, il faut considérer cette rencontre avec l'autre. En effet, les colons savent qu'ils rencontreront un autre différent d'eux et à propos duquel ils se sont forgés des idées préconçues. Ces idées préétablies s'avèrent d'ailleurs déterminantes dans leur rapport, leur rapprochement avec l'autre, puisqu'ils s'attendent à justifier, préserver leur image préconçue de l'autre qui ne correspond pas à la réalité. Ainsi, le voyage signifie pour les colons un départ d'un ici bien déterminé et l'arrivée dans un ailleurs que l'on sait déjà étrange mais synonyme de récompense, d'enrichissement. Dans le cas des Africains, la traversée ne repose sur aucune projection de rencontre avec un autre, ni aucune récompense. Le captif ne dispose d'aucun élément lui permettant de construire l'inconnu en connu, puisque son départ relève davantage de l'enlèvement. Dans cette perspective de l'enlèvement, si le point de départ constitue au niveau de la mémoire un paramètre fondamental dans la préservation d'un matériau culturel, le point d'arrivée est totalement inconnu. L'espace environnant de la traversée est un univers vide et béant, les océans, mais aussi un espace clos et exigu, le bateau négrier et sa cale. L'espace du bateau négrier régit à la fois la mort puis la renaissance psychique de l'individu africain, qui en expérimentant la douleur, prend conscience d'un nouveau corps qui n'est plus la manifestation, la symbolique d'une identité, d'une culture, d'un peuple, d'un cosmos. Il y a donc déterritorialisation, mais aussi reterritorialisation confuse de ce corps qui oscille en pleine captivité entre la clôture et l'ouverture, l'étouffement ou le refoulement du cri de la souffrance et de la liberté. Au cours de la douleur, la terreur de l'espace est certes présente, mais l'esclave vit aussi une hantise temporelle, celle d'un réel irréel, celle d'un ailleurs dans un temps que le captif n'est pas en mesure de se figurer temporellement puisque l'ailleurs lui est inconnu. Pour en revenir à l'espace environnant du bateau négrier, il importe de souligner que les eaux ont une grande valeur symbolique puisqu'elles sont durant la traversée à la fois le lieu d'ensevelissement des voix révoltées, des corps rebelles, et voies de transbordement, de traversée d'un espace ontologique vers un autre non représentable pour les captifs. Cette même notion de l'eau a par ailleurs une signification tout aussi symbolique pour les esclaves une fois arrivés sur la plantation, puisque c'est par les eaux du baptême qu'on les fait renaître au sein d'une autre réalité, qu'ils deviennent membres d'une communauté de chrétiens. La traversée symbolique de forêts, de fleuves à laquelle les captifs ont été habitués lors des rites d'initiation en Afrique, n'est plus sur le bateau négrier, que synonyme d'isolement au cours duquel le corps meurtri ne devient qu'un corps mémoire. Ne pouvant plus fonctionner selon les traditions, et ne disposant d'aucun paramètre lui permettant de se représenter l'espace vers lequel il est acheminé, le corps va se recomposer au contact de deux territorialités, l'Afrique et le bateau négrier, et deux temporalités, le temps de l'Afrique et celui du bateau négrier. L'espace du bateau négrier, les douleurs qui y sont vécues par les captifs de même que la longue durée de la traversée et les péripéties qui s'y rattachent sont déterminants pour faire de la mémoire, le paradigme fondamental de métamorphose et de reconstitution du corps des captifs. La mémoire vient donc constituer ce contre-monde auquel je faisais référence plus haut,
permettant aux sujets captifs de vivre d'une part une expérience douloureuse et de déterritorialiser spatialement et temporellement un corps qui ne sera plus investi que de mémoire. La mémoire de l'Afrique à laquelle ils ont été arrachés devient le contre-monde dans lequel vont vivre les captifs sur le bateau négrier mais aussi sur la plantation. C'est cette notion de corps-mémoire en tant que contre-monde qui différencie le voyage du captif et son établissement sur la plantation de ceux du colon. Si le colon établit son rapport avec la plantation dans la perspective de l'enrichissement qui sera réalisé dans l'avenir, l'esclave qui ignore tout de sa condition future voit la plantation dans l'optique de l'incertain. Il s'y voit comme en situation de transit, et n'établit un rapport qu'avec son passé. Le corps-mémoire qui naît sur le bateau négrier se concrétise dans la plantation, et devient l'élément fondamental aussi bien dans l'émergence que dans l'essence même des religions afro-antillaises. À cet égard, comme je le montrerai plus loin, le Rastafari est la religion dont toute l'idéologie est fondée sur une concrétisation de la mémoire et de la nostalgie des origines. Par ailleurs, le corps-mémoire, véritable contre-monde et matrice du réontologisme des captifs et des esclaves s'impose dans la construction des histoires décolonisées, qu'une histoire dominante officialisée cherche à annihiler. Aussi lorsqu'Édouard Glissant soutient que l'histoire est vécue par les peuples colonisés des Antilles comme cheminement d'une névrose, le discours antillais, 133, c'est le corps-mémoire qui s'impose logiquement comme lieu d'où émerge une querelle avec l'histoire. En redonnant une pleine dimension aux divers moments déterminants depuis l'arrachement de l'Afrique, jusqu'aux colonisations et accent aigu aux colonisations des peuples transbordés, cette querelle s'effectue bien plus sur le mode d'une reterritorialisation d'une essence. Les religions caribéennes constituent un exemple significatif à cet égard. Comme je le développerai dans la deuxième partie, les processus de symbiose et de subversion entre religion chrétienne et religion afro-caribéenne témoignent certes d'un réontologisme mis en place par l'esclave sur la plantation, mais ils sont aussi la résultante de la querelle entre histoire et histoire. Chapitre 2. La plantation. Arrivés dans la plantation, les captifs sortent de leur stade intermédiaire, c'est-à-dire de leur double appartenance à un capitaine et à un armateur, pour se voir attribuer le statut juridique d'esclave et le statut religieux de chrétien. En effet, durant leur séjour sur le bateau, le code noir ou tout autre règlement juridique ne s'appliquait pas à eux puisqu'ils n'étaient pas encore devenus esclaves vendus une nouvelle fois à un maître et puisqu'ils n'étaient pas encore sur un sol appartenant à la couronne française ou britannique. Sur la plantation, c'est l'incertitude face au temps à venir et une certaine nostalgie qui s'installe. Mais en même temps un puissant désir de liberté crée cette appartenance chez l'esclave à une double spatialité. S'il reste sur la plantation, c'est par peur d'abandonner ceux avec qui il a tenté de reconstruire un espace familial, c'est par peur des représailles des maîtres, et paradoxalement par peur de la liberté mais aussi du danger que représentent ces espaces situés loin des plantations, les mornes, les ravines. Ordre social, lieu d'avilissement et de création du capitalisme européen, mais aussi espace où l'on tente de défier l'ordre établi, la plantation a une double fonction, celle d'avilir mais aussi celle de fournir aux esclaves les éléments et le contexte adéquats pour créer des paramètres de contestation. À ce niveau, la notion de contre-monde que j'ai développée précédemment est tout à fait pertinente. L'émergence d'une religion, d'une culture afro-antillaise en sont les manifestations. La plantation se veut un creuset de populations et cultures diverses. Toutefois, malgré l'extrême immobilité à laquelle ces populations esclaves sont réduites, malgré l'exiguïté de l'espace même de la plantation, du mutisme et de la dépossession culturelle, ces populations parviennent à faire éclore un nouveau système culturel où la langue et les religions créoles ont une place majeure. Les ancêtres de l'Obéaman, de la Quimboiseuse, du Hungan, du Rasta, de la spiritiste font de la plantation, tant du point de vue de l'idéologie véhiculée dans ces religions que des espaces géographiques où elles sont pratiquées, un ici tributaire d'un ailleurs. Après le bateau négrier, la plantation est donc ce lieu qui entretient la légitimité du contre-monde. Elle participe à la consolidation de ce contre-monde qui devient nécessaire au réontologisme de l'esclave. Mais la plantation ne peut être espace du contre-monde sans le souvenir d'un ailleurs, l'Afrique. D'un autre point de vue, la plantation ne peut exister sans les métropoles européennes, fondatrices du système esclavagiste, et sans l'Afrique, fournisseur de la marchandise humaine destinée à enrichir l'Europe.
Comme en témoignent ces propos de Glissant, la plantation demeure ce lieu indéfinissable qui est né sur le modèle du paradoxe de l'entre-deux. Tout en étant lieu d'asservissement mais aussi de déontologisme de l'esclave, une fois qu'il reçoit le baptême par exemple, la plantation est l'espace d'un formidable métissage culturel, lieu de naissance du processus de créolisation. La plantation est un des lieux focaux, où se sont élaborés quelques-uns des modes actuels de la relation. Dans cet univers de domination et d'oppression, de déshumanisation sourde ou déclarée, des humanités se sont puissamment obstinées. Dans ce lieu désuet, en marge de toute dynamique, les tendances de notre modernité s'esquissent. Poétique de la relation 79. La plantation est un espace d'où s'élance un cri qui, comme le souligne Glissant, fait événement. Il en jaillit à la fois le cri de douleur, de refus de l'asservissement, mais aussi le cri de liberté que l'esclave s'apprête à prendre en s'enfuyant dans les mornes, le cri de liberté sur laquelle fantasme l'esclave en pénétrant à ses risques dans son contre-monde de danse, de chants, de contes, de rituels religieux. Il convient maintenant de développer deux des diverses dimensions qui caractérisent la plantation, le baptême et le marronnage. Le baptême. Le baptême ajoute à la dépossession culturelle dont les esclaves font l'expérience depuis leur captivité. Il leur est administré selon des procédures qui diffèrent d'une colonisation à l'autre. J'en distinguerai deux, d'un côté la française et de l'autre l'anglaise. Pour rendre compte des diverses modalités de l'évangélisation des esclaves dans les colonies espagnoles, françaises, anglaises et hollandaises, certains critiques stipulent que c'est le lieu où le baptême doit être administré pour la première fois, le bateau négrier ou la plantation, qui constitue un enjeu de taille pour les Espagnols et les Français. Dans le cas des Anglais et des Hollandais, la réticence des planteurs à la christianisation des esclaves doit retenir l'attention. Le père du Tertre rapporte à cet effet que « Pendant le séjour que j'ai fait autrefois dans les îles de Saint-Eustache et d'Antigua, on me dit que les Hollandais et les Anglais tenaient pour maxime dans leur réformation prétendue de n'avoir point d'esclaves chrétiens. Étaient plus obligés à servir leur maître que comme les autres serviteurs qui gagnent de bons gages. Ceux qui me firent ce rapport me dirent aussi que la plupart des habitants les laissaient assez souvent mourir sans baptême de peur de les perdre, s'ils venaient à guérir. Histoire accent aigu énérade des Antilles habitées par les Français, 470 à 471. Le père Jean Mongin, missionnaire jésuite en Martinique, déclare dans ses lettres sur l'évangélisation des esclaves qu'il écrit à la même période que du Tertre, que les nègres, tant ceux que l'on porte tous les ans en très grand nombre, que ceux qui naissent ici tous les jours sont une moisson assurée, et que à grand-peine on trouvera un entre mille qui ne demande le baptême, aussitôt qu'il a quelque connaissance de nos mystères. Lettre du R.P. Jean Mongin sur l'évangélisation des esclaves au XVIIe siècle, 51. On peut établir un parallèle entre cette idée de la moisson et ce commentaire de du Tertre selon lequel les enfants nés dans les îles sont aussi bien instruits que les petits Français, ainsi suçant la religion avec le lait, et y étant élevés dès leur enfance, il y a lieu d'espérer qu'ils en pratiqueront les œuvres pour faire leur salut. Histoire générale, 469. En vertu de son zèle et de son extrême vigilance, Mongin se félicite de faire des nègres une église très florissante. Par ailleurs, il va dans le même sens que du Tertre en soulignant que les Anglais et les Hollandais ne se soucient point de l'instruction et de la conversion des esclaves au christianisme, sous prétexte que les chrétiens ne doivent pas être esclaves comme si c'était un plus grand mal pour ces pauvres nègres d'être esclaves des hommes pour un temps que d'être esclaves du démon pour l'éternité. Ainsi, les nègres dans les colonies de ces hérétiques vivent et meurent de la même manière sans aller à l'église et sans aucune connaissance de l'autre monde. Lettre 53,135.
La détermination de Mongin à constituer une église florissante aux Antilles françaises par le biais de méthodes tout à fait différentes de celles des Anglais, est manifeste dans le passage qui suit. Quoique souvent les nègres des Anglais soient mieux nourris et vêtus que les nôtres, ceux-ci ne voudraient pas cependant pour quoi que ce soit changer de maître, voyant le soin qu'on a de leur salut et l'honneur qu'ils ont de venir à l'Église, ce qui est si vrai que les missionnaires ne trouvent point de moyens plus efficaces dans les répréhensions qu'ils font aux nègres quand ils sont dans le désordre que de les menacer en leur jargon. Toi seras traité de même que nègre anglais, sans baptême, sans église, sans sépulture. Lettre 135. Il me paraît tout à fait intéressant de mettre en parallèle ces propos de Mongin et ceux d'un membre du clergé anglican de Jamaïque déclarant If it were possible to convert the African Negroes to Christianity, the Roman Catholics would probably... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.